Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la parfumerie de demain. Alors que les cosmétiques ont déjà fait leur révolution, puisqu'on voit de plus en plus de marques bio, naturelles, qui prennent soin de la planète et de notre santé, qu'en est-il du monde de la parfumerie? Il semblerait que ce monde se pose encore beaucoup de questions. En tout cas, notre invité a décidé de s'attaquer et de relever le défi pour créer des parfums vertueux. Bonjour Marc-Antoine Darrois. Bonjour Julie. Alors, vous êtes avant tout un couturier. Vous avez travaillé avec des grands noms de la mode, notamment Jean-Paul Gaultier. Puis, vous avez créé votre maison de couture. C'était déjà en 2009. En 2016, vous avez sorti un premier parfum, B683, aidé du parfumeur Quentin Biche, qui est votre nez préféré. En 2019, vous avez recommencé. Cette fois-ci, c'est Ganymède, ce nouveau parfum qui a déjà remporté plusieurs prix en France et à l'étranger, notamment Perfume Extraordinaire. C'est le titre que vous avez décroché. C'est décerné par la Fragrance Foundation. Ça, c'est vraiment la récompense suprême, non, Marc-Antoine Darrois? Effectivement, en plus, c'était le premier, donc l'émotion était grande. Et c'est vraiment effectivement un prix qui consacre un parfum qui apporte quelque chose de nouveau à la parfumerie. Donc, au-delà de ma volonté, on va dire récente, depuis le début de mon aventure parfum, de transformer un peu la parfumerie en y apportant quelque chose de plus vertueux et plus éthique, on avait là la certitude d'avoir créé un parfum qui apportait quelque chose de nouveau aussi en termes d'odeur, parce que ça c'est encore autre chose, la création d'un parfum c'est toute une histoire, et effectivement on met beaucoup de nous, de nos rêves, de notre poésie dans nos parfums, avec un regard, peut-être que le regard que j'apporte sur le travail de Quentin et la confiance mutuelle qu'on a l'un avec l'autre fait qu'on a réussi à faire un grand parfum. Alors la particularité de votre vision, c'est qu'elle est aussi éthique, écologique, et ça, il ne fallait pas transiger sur cette question. C'est ça, c'est pas qu'il ne fallait pas transiger, parce qu'au début, quand on a fait le premier parfum, je ne vais pas dire que j'ai tout de suite tout fait correctement. Je ne connaissais pas encore tout, mais c'est vrai que assez rapidement, me rendre compte que tiens, dans le parfum, c'est quoi? Il y a écrit BHT dans le parfum que je porte. C'est quoi le BHT? Et se rendre compte que c'est un conservateur qui, au-delà d'être un perturbateur endocrinien, c'est aussi, par le simple fait d'être un conservateur, quelque chose qui détruit sur ma peau, puisque je me parfume sur la peau. 100% de toutes les bactéries qui me protègent, alors que 95% d'entre elles sont bonnes pour la santé, donc il faut les garder. Donc des petites choses comme ça qui ont fait que j'ai évolué et j'ai voulu un peu m'attaquer à ce qu'on pouvait faire de mieux en termes de parfumerie. Du coup, vous vous êtes dit, il y a des ingrédients que je n'utiliserai pas, qu'on n'utilisera pas. C'est ça. Je me suis dit, ça faisait partie du cahier des charges de ce deuxième parfum, de se dire, on va faire un parfum qui n'utilisera pas de colorant, qui n'utilisera pas de conservateur. Parce que qui dit colorant dit filtre anti-UV, donc c'est encore autre chose. C'est tout un certain nombre d'additifs qu'on met. Et là où un parfum pourrait très simplement être de l'alcool, de l'eau et des huiles parfumées, on était parti vers autre chose, vers des parfums qu'on peut conserver pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui n'ont aucune utilité à part pour les collectionneurs. Moi, je voulais faire des parfums pour les gens, pour qu'on puisse les porter, pour que je puisse moi-même le porter sans craindre pour ma santé, ou en tout cas craindre pour mes hormones, Et du coup, j'avais envie de faire les choses mieux, de voir en tout cas si c'était possible, et preuve en est que c'est possible, parce que le parfum Ganymède, qui a été composé dès le départ sans conservateur, sans filtre anti-UV, peut conserver que 2 ans. Donc 2 ans, c'est largement suffisant pour utiliser un flacon. Je pense qu'on a fait quelque chose qui était intéressant. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que finalement, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait fait avant vous, ça, de réussir à se passer de conservateur, à se passer de ces filtres anti-UV? Alors, c'est quelque chose qu'on pouvait trouver un petit peu dans ce qu'on appelle la indie perfumerie. Donc, c'est des parfums qui sont créés de manière très artisanale par des gens qui vont tout faire chez eux, entre guillemets, en regardant des tutoriels. Et on n'est pas dans un produit de luxe, on est dans un produit qui est vraiment un produit artisanal, souvent dans un flacon pas très joli, ou avec des parfums qui sont expérimentaux, qui ne sont pas forcément des parfums très aboutis. On a mis plus de 2 ans à construire Ganymède. C'est un véritable travail de recherche, de création de parfums qui
qui est digne des grandes maisons de luxe. On a vraiment voulu faire un beau parfum et on avait ce genre de démarche-là. Certains l'avaient, mais que dans des petits... Ils vendent leur parfum à 50 personnes. Ce que je voulais démontrer, c'est qu'en faisant un parfum qui soit viable, qu'entre guillemets, que ces 2 ans de développement, on puisse les amortir sur des années de vente de nos parfums et de partager avec le plus grand nombre un parfum qui soit bon et pas que ce soit simplement accessible à quelques petits connaisseurs. Donc il y avait aussi dans ma démarche, il y a aussi l'envie de montrer, regardez, on fait un produit, on a un produit qui est là, on a un beau produit, on a un produit de luxe, on est dans un luxe, un éco-luxe, un luxe qui est écologique, qui est respectueux, et on n'est pas obligé, ce que je voulais dire, c'est que l'écologie n'a pas besoin d'être simplement le truc un peu hippie. C'est que on peut être chiquement éthique. On peut être chiquement éthique. Chanel ou Dior ou d'autres grandes maisons pourraient faire la même chose. Ça ne coulerait pas leurs produits. Ouais. Mais alors justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous êtes issu de la couture. Vous arrivez dans le monde du parfum et vous vous dites en plus, je vais aller au-delà de cette vision traditionnelle que peuvent avoir les autres couturiers qui se mettent à faire du parfum. Alors c'est, j'imagine, en adéquation aussi avec vous, avec votre personne. J'ai lu que vous mangiez bio, que vous achetiez du vrac, que vous préfériez venir à vélo, en transport en commun, et vous êtes mis même à la permaculture dans votre jardin. Finalement, c'est une conscience écologique globale qui est arrivée aussi au niveau de votre travail. C'est ça, je pense que c'est un engagement très personnel. À la base, c'est vraiment moi qui ai envie de faire, d'apporter dans mon travail un peu plus de ma personnalité. Quand je fais de la couture, je fais des vêtements qui durent. Je fais pas des vêtements, je travaille sur des collections qui sont intemporelles, des vêtements qui sont, même s'ils sont créatifs, on reste sur des beaux manteaux, des manteaux qui vont pouvoir durer plusieurs saisons, qui vont pas devenir démodés l'année suivante. Je suis le premier à dire à mes clients qu'ils peuvent ramener leurs vêtements quand ils veulent, qu'on va les réparer pour des vêtements qu'on a créés. J'étais déjà dans ce système un peu anti-consommation, toujours consommer plus. Il y a donner cet espoir qu'on peut toujours consommer plus et que les ressources sont infinies. C'était déjà quelque chose qui était au fond de moi des valeurs importantes. J'ai lu que le déclic il s'était produit suite à un reportage sur les insectes. Voilà, alors là, c'était encore plus flagrant parce que ça, c'est ce reportage où moi, j'avais 30 ans, je vois ce reportage. En 30 ans, 80% des populations d'insectes qui ont disparu, on vit une extinction de masse et puis moi, je suis la tête dans le guidon dans mon boulot et je me rends pas compte de ce qui se passe. Parce qu'effectivement, on peut tous faire l'autruche et ne pas regarder et se dire tout va bien, mon boulot va de mieux en mieux, je travaille de mieux en mieux, j'ai des projets qui sont de plus en plus intéressants. Et puis se dire, le jour où je suis à la retraite, je regarde derrière moi et je me dis, mais dans quel monde on vit ? Et là, je me disais, c'est vrai que moi, enfant, je nettoyais le pare-brise de la voiture de mes parents quand on rentrait de vacances. Et là, maintenant, avec ma voiture, je pense que j'ai jamais nettoyé le pare-brise à part faire un coup d'essuie-glace. On n'a pas de moustiques quand on a traversé la France. Donc c'était vraiment ce petit déclic qui a fait que ça s'est répercuté sur plein de choses. Tout le processus de création, au-delà de création du parfum en soi, pour en faire quelque chose qui soit bon pour la santé, qui ne soit pas simplement un parfum qui sente bon, mais qui soit également un parfum bon pour la santé. Entre deux, on a reformulé B683, on a le B683 extrait qu'on a lancé récemment, on l'a formulé avec les mêmes contraintes que celles qu'on avait pour Ganymède, mais c'était tout le packaging qui était à repenser, toute la façon. La première chose auquel je me suis attaqué, et il a fallu que je milite auprès des dizaines de revendeurs qu'on a à travers le monde, pour leur dire, on n'est pas obligé de mettre du cellophane autour d'un parfum pour que ce soit un parfum authentique. Aujourd'hui, on a remplacé le cellophane par un sticker qu'on met, qui est derrière et qui dit voilà, on est un produit authentique et si on le retire, on laisse une marque, ça empêche d'utiliser. Aujourd'hui, c'était 3000 mètres de cellophane par an qu'on utilisait. Rien que le cellophane, c'est déjà la révolution en fait. Et ça ne marche pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me suis dit, pour la Russie par exemple, on me le demandait sans cesse et j'ai fini par leur dire, non, écoutez, je prends sur moi, mais ce sera
comme ça ou pas autrement. J'en étais presque venu au point en me disant mais je vais me fermer le marché de la Russie si je ne recellophane pas. Et je pense que si on n'avait pas gagné cette année le prix qu'on a gagné à Londres, on l'a gagné en France, on l'a gagné également en Russie. Si on ne l'avait pas gagné en Russie, je pense qu'ils auraient peut-être abandonné nos parfums en se disant non, ils sont trop bizarres. Nous, on a sur nos que des produits cellophanés. Nos clients, ils veulent des produits qui soient parfaits. Oui. C'est du cellophane, la première chose qu'on fait, c'est on le retire, on le jette. Complètement, mais pareil avec les mousses de calage qu'il y a dans les boîtes, là pareil vous avez dit terminé, ce sera maintenant du carton recyclable. C'est ça. Et puis vous travaillez aussi avec un ESAT, avec des personnes en situation de handicap. Tout ça c'est la même démarche finalement. C'est ça, on rentre dans la même démarche, donc de remplacer ce carton, ce cartonnage à l'intérieur. Donc après, on a essuyé des échecs. Au début, le carton n'était pas suffisamment solide et donc du coup, avec le transport, il venait à s'abîmer aux angles. Mais en tout cas, la boîte elle est complètement recyclable. On peut facilement en plus retirer ce carton et en faire une boîte qu'on réutilise. Donc on est dans la non et d'essayer de proposer quelque chose qui ne crée pas de déchets. Donc ça, c'est une première chose. Et effectivement, travailler avec un ESAT, c'est important pour moi parce que c'était des petites choses qu'on pouvait faire qui ne coûtaient pas plus cher et qui apportaient quelque part de la valorisation humaine aussi. On est là aussi pour apporter de l'humain. C'était important pour moi de travailler avec un ESAT parce que c'est des boîtes qui sont pas visibles. On travaille avec un ESAT sur tout ce qui est partie cartonnage. Et donc du coup, c'est des choses qui sont réalisables par des personnes en situation de handicap et j'ai toujours pensé que leur fournir un travail, c'était la meilleure façon de leur apporter une raison de vivre, de leur apporter une fierté d'être et qu'on n'est jamais déçu par des gens qui sont fiers de faire leur travail. Récemment, avec le lancement des flacons de 30 ml, on a même fait autre chose et moi qui suis originaire de Roubaix, qui est la ville la plus pauvre de France, et bien, on en fait maintenant à l'intérieur des flacons de parfum, ils sont mis dans un petit pochon. Au lieu de les mettre dans un carton, je me suis dit on va les mettre dans un petit pochon, ce qui permettra de garder le parfum dans son sac, etc. Ces petits pochons, on les fait faire par une association qui s'appelle Amitié Partage à Roubaix, qui fait de la réinsertion de femmes qui sont dans une situation avec un reste à vivre bien trop faible pour vivre. Donc c'est des femmes à qui on propose de retravailler, donc elles viennent coudre. Alors les premiers, on les a fait nous-mêmes en atelier parce que c'était plus pratique de se dire on en fait quelques-uns en atelier. Mais aujourd'hui, c'est quelques centaines, milliers de petits flacons, de petits pochons qu'on fait là, donnent du travail à 2 ou 3 femmes à l'année dans une association qui leur permet leur réinsertion. Donc c'est plein de petits gestes, petites démarches qui font qu'on améliore la... Parlons de Ganymède. À l'intérieur, cette eau de parfum que vous avez créée, donc je rappelle avec Quentin Biche, on retrouve notamment des notes de mandarine, de violette, d'osmanthus de Chine et d'immortel. Alors forcément, j'ai envie de vous demander d'où elles viennent, ces molécules. Est-ce que vous êtes allé les chercher dans la nature? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller les chercher dans la nature? Ou est-ce que c'était des molécules de synthèse réalisées en laboratoire? Alors c'est la grande question sur les essences qu'on utilise. Alors il y a un certain nombre d'essences qu'on utilise qui sont naturelles, il y en a un certain nombre d'autres qui sont de synthèse. La question est toujours pour trouver un sourcing éthique de chaque matière, la question se pose toujours si on va chercher dans la nature, est-ce qu'on ne va pas épuiser la ressource? Donc il y a parfois des molécules de synthèse qui sont très performantes et qui permettent d'éviter ce genre de situation. Dans Ganymède, on a une essence de mandarine, un cœur de mandarine qui effectivement est une molécule naturelle, c'est quelque chose dont on n'a pas de problème pour trouver de la mandarine et c'est pas une plante rare. Au cœur, on retrouve la safraléine, donc qui mélange le safran et le cuir. Pour le coup, c'est une molécule qui, elle, est synthétique. C'était important de prendre une molécule comme ça qui apporte beaucoup en termes de créativité dans le parfum et qui à la fois est hyper responsable parce que c'est des molécules que la société Givaudan développe aussi avec des critères de développement durable. C'est des molécules qui vont pas par exemple polluer les eaux. C'est une question, c'est le prélèvement sur la nature, mais c'est aussi de ce qu'on crée que ce soit recyclable, c'est-à-dire qu'on puisse... Ça peut être un parfum, ça arrive dans l'eau puisqu'on se lave et il faut à un moment donné que ce parfum il soit recyclable. Ça peut être synthétique et éthique. Ça peut tout à fait être synthétique et éthique. Et à l'inverse, un parfum 100% bio peut ne pas être aussi éthique que ça puisqu'il va aller piller la nature, c'est ça l'idée ? Alors un parfum 100% naturel peut ne pas être éthique, effectivement. C'est une des questions qui s'est posée pour B183 extrait, parce qu'on a décidé, pour le coup, ne trouvant pas notre bonheur dans des molécules synthétiques, d'utiliser un oud naturel, qui est très difficile à sourcer de manière éthique, puisque c'est une résine qui vient d'un arbre
d'un arbre qu'on va chercher au Laos, mais qui est plutôt en voie de disparition parce qu'il est surexploité, et auquel cas le trouver dans des forêts qui sont exploitées de manière éthique, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on peut en produire très très peu parce qu'on a accès à très peu de ressources et qu'on n'a pas du tout envie d'aller chercher du produit de contrebande. À votre avis, ce sera la dernière question, l'avenir de la parfumerie, il ira dans quelle direction ? Déjà, on vous le voit aujourd'hui, il y a un net penchant de la parfumerie vers la parfumerie de niche, donc la parfumerie de produits bien faits, rares comme ceux que je fais. Et là, je pense qu'on commence à avoir une prise de conscience, on est de plus en plus, j'en parle à chaque fois et j'essaie de donner les adresses parfois, on peut s'échanger parfois des tuyaux pour faire les choses mieux. Après, le gros challenge, c'est vraiment de réussir, je pense que si on reste une petite goutte d'eau dans la parfumerie et qu'à un moment donné, je serais très heureux qu'on soit copié par les majors de la parfumerie, parce que ça voudrait dire qu'à l'échelle de la parfumerie mondiale, on pourrait changer vraiment quelque chose avec des emballages beaucoup plus vertueux, avec des parfums qui soient plus éthiques et meilleurs pour la santé. Merci Marc-Antoine Barois d'être venu nous parler de votre vision du monde de la parfumerie. C'est la fin de cette émission. Portez-vous bien, à bientôt.